Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo autour d'une nouvelle lecture financière. Alors, c'est une lecture un petit peu différente des autres puisque c'est une bande dessinée. Alors, d'habitude, en règle générale, j'aime beaucoup les bandes dessinées, et notamment les bandes dessinées de fiction. Mais là, il s'avère que c'est une bande dessinée documentaire qui s'appelle Riche, pourquoi pas toi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'en parler sur cette chaîne à travers 5 faits que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez peut-être pas autour des riches. En fait, les riches, c'est un sujet assez étonnant. Que Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, deux sociologues, ont décidé de mettre en image avec l'illustratrice Marion Montaigne. Et la grande particularité de ce sujet, c'est que c'est leur sujet de prédilection, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une trentaine de bouquins autour du sujet des gens riches. Voilà, c'est leur dada et ils explorent le sujet de plein de façons différentes. Et là, c'était la première fois qu'ils l'exploraient de façon illustrée, donc de façon assez facile. Les grands points forts de ce livre, afin juste que je vous dise ce que j'en ai extrait évidemment, la grande force de ce livre, c'est vraiment la vulgarisation de certains concepts. Voilà, des concepts notamment financiers. Il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle, alors que parfois ça peut être un peu agaçant comme sujet. Vous verrez à quel moment ça vous paraîtra agaçant, puisque je vais vous raconter des choses qui peuvent être agaçantes, oui. Il y a des quiz, alors ça super bien fait, il y a des petits quiz pour voir où vous vous situez sur l'échelle de la connaissance des riches, et si vous-même vous pourriez vous considérer comme riche ou comme bourgeois, voilà. On apprend énormément sur la façon dont l'argent est souvent mal réparti, mais en tout cas sur la répartition de l'argent, sur la transmission familiale et également sur l'état d'esprit pour pouvoir être riche. Vous comprendrez qu'il y a pas mal de choses à savoir et à connaître. Alors, je vous fais petite ouverture du livre, hein, après tout, pourquoi pas. Voilà, vous avez les millionnaires de la chance, la violence symbolique. Il y a des concepts en plus, étant donné que ce sont des sociologues qui sont aussi empruntés à d'autres milieux comme la philosophie. Non, franchement, c'est vraiment très très intéressant. Là, vous avez l'entre-soi qui parle des mariages entre riches. Je voulais tomber sur les quiz. Donc voilà, par exemple, vous avez un quiz sur le capital culturel. Est-ce qu'on vous a transmis un capital culturel? Avez-vous l'étoffe d'un bourgeois? Ça s'appelle, c'est rigolo quoi. Vous a-t-on transmis un capital économique, un capital culturel, un capital social et familial, un capital symbolique? Et du coup, vous apprenez vraiment beaucoup de choses dans cette BD sur ce milieu de la richesse et du bling-bling. Hop, et je vous propose qu'on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Et donc, j'espère vous apprendre à travers cette vidéo 5 faits un peu choquants, je trouve, sur les riches, que moi, je ne connaissais pas avant d'avoir ouvert ce bouquin. Alors, la première chose, c'est que 49% des Français pensent que c'est par le travail qu'on devient riche, donc en gros par ses salaires. Et en fait, on parle très très souvent du 1%. Vous savez, ce 1% de gens hyper fortunés dans le monde, eh bien en France, on a aussi évidemment ce 1%. Et il faut savoir que le 1% des personnes les plus aisées, les plus riches en France, eh bien il y a seulement 5%. Alors, attendez, on va prendre des petites couleurs. Seulement 5% de leur revenu, de leur richesse, si vous préférez, qui est obtenu grâce aux fruits de leurs efforts, donc grâce au travail. Ce qui déjà pose question. Dans le livre, on apprend que dans ce 1% des personnes les plus aisées en France, il y a 48% des revenus de ces gens-là qui sont en fait des revenus issus de la bourse ou des placements financiers, donc qui sont dans l'économie virtuelle, si on préfère. Et ensuite, il y a 32%, alors je ne sais pas si je vais faire un joli 32, mais on se sera compris, voilà. 32%, à mon avis, les proportions ne sont pas oufissimes, 32% qui sont issus du patrimoine. Résultat,
Alors là, il y a une zone grisée, hein. On ne nous précise pas les pourcentages manquants, comment ils sont gagnés, mais en tout cas, sur leur fortune, il y a quand même une très grosse, très large majorité qui est issue du patrimoine et de la bourse. La bourse va donner des revenus qui sont au final un petit peu des rentes boursières, et le patrimoine va donner des loyers. Donc déjà, cette fausse idée comme quoi c'est par son travail et uniquement par son travail qu'on devient riche, ça ne fonctionne pas. Et dans le livre, on l'explique très clairement. Il faut savoir qu'à contrario, les 99% restants en France, des gens comme tout le monde, c'est-à-dire ne faisant pas partie de la sphère la plus aisée du pays, eh bien, touchent leurs revenus du travail, en fait, tout simplement. Donc voilà, entre les intérêts et les loyers, ces gens-là sont en fait rentiers et n'ont quasiment pas besoin de travailler. Ce n'est malheureusement pas encore notre cas, ou en tout cas, si c'est votre cas, eh bien, bravo à vous. Voilà, bravo à vous, tout simplement. Ensuite, deuxième fait que vous ne saviez peut-être pas. Et là, on va reparler des placements financiers. Eh bien, les riches... Hop. Alors, il y a toute une étape dans le bouquin, d'ailleurs, quand je dis les riches, on en reparlera. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'être riche ? Mais en tout cas, les personnes les plus aisées, on va commencer plutôt par là, utilisent vraiment la bourse comme un levier. Ça, c'est une certitude. Et s'ils ont 5% de revenus, eh bien, ils vont en investir une très grosse partie dedans. L'injustice qui est décelée dans le bouquin, et que vous connaissez peut-être, c'est que ces gens-là sont éduqués dans les placements financiers, sont éduqués dans l'investissement et ils connaissent les subtilités fiscales. Ce qui n'est pas, hélas, le cas du reste de la population. Il y a une exclusion dans le système, c'est-à-dire que pour les familles qui ne sont pas nées riches ou pour les gens qui n'ont pas appris à gérer de l'argent, le système est quasi inaccessible. Soit par manque de connaissances, soit par manque de moyens, parce qu'effectivement, même si vous apprenez à boursicoter, pourquoi pas, eh bien, vos petits revenus sont des revenus fragiles et vous allez avoir une difficulté à varier les placements que les personnes aisées n'ont pas, puisqu'effectivement, dans la bourse, il est recommandé de ne pas investir de l'argent dont vous avez besoin en liquidité pour pouvoir vivre. Les personnes qui vraiment gagnent des fortunes en bourse actuellement, en France en tout cas, là je parle vraiment d'un constat, ce sont des personnes qui n'ont pas ce frein-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de perdre aussi de l'argent, parce que c'est aussi ça la réalité. Néanmoins, quand on a acquis une culture du placement et qu'on connaît les subtilités de ce monde-là, ça fonctionne quand même plutôt très bien, puisque je parlais du 1%, sachez que certaines personnes dans ce 1% touchent jusqu'à 13 millions d'euros de revenus par an en plus de leur salaire, juste grâce aux intérêts de la bourse. Je ne sais même pas si je ne me trompe pas, c'est à vérifier, mais si, c'est du par an. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Hop. Ouais, enfin, oui, c'est ça. C'est par an, effectivement, c'est par an. J'avais peur de vous dire une bêtise et de vous dire que c'était par mois. Donc, il y a une fracture sociale aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand on ne naît pas avec les billes, avec un argent qu'on peut dépenser sans compter dans la bourse, c'est forcément plus difficile de pouvoir varier les plaisirs et toucher ce genre de rente annuelle. Bon à savoir aussi, et là c'est un peu, forcément c'est scandaleux, puisque toute cette économie-là, l'économie de la bourse, c'est une économie qui est virtuelle. Wow. Vous vous doutez bien que en tout cas moi si c'était mon cas, si je gagnais 13 millions d'euros par an, je ne suis pas sûre que si j'étais assistante de direction ou que je travaillais dans un supermarché, j'aurais forcément envie de retourner au travail avec ce type d'argent qui tombe comme ça sans que j'ai vraiment besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est être bien conseillé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des crises. C'est pas régulier, mais ça arrive. Plusieurs fois dans ce siècle, on a connu des crises. Eh bien, il y a des produits financiers qui provoquent ce qu'on appelle des cracks.
des krachs boursiers. Vous avez forcément entendu parler de ce genre d'événements dans la sphère boursière. Ça provoque vraiment des bombes à retardement à l'échelle mondiale. On a connu par exemple la crise des subprimes en 2008. Ça, c'était dans l'économie virtuelle. Mais ce qui se répercute forcément, une fois qu'on a ce genre de choses, ce genre de crack, eh bien, c'est la sphère du travail, là pour le coup du travail réel, ce qu'on appelle l'économie réelle, donc les travailleurs comme vous et moi qui travaillent, qui se lèvent le matin pour travailler, eh bien, ce sont ces gens-là à qui on va demander ensuite de faire des efforts, puisqu'on va réduire leurs heures de travail, ne plus leur accorder de crédit, voir les taux de leurs prêts immobiliers s'envoler et leur faire risquer de perdre leur maison, du chômage, etc. etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui est très très étrange et qui est très bien expliqué dans le bouquin, c'est comment ça se fait qu'à un moment donné, les riches vivent dans une économie qui est totalement virtuelle, alors que nous vivons dans une économie qui est réelle. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose en tout cas qui m'a beaucoup aidé dans le bouquin à comprendre qu'en fait, les inégalités, elles allaient au-delà de ce qu'on est capable de s'acheter, en fait, parce qu'on est riche ou qu'on ne l'est pas, ou qu'on a de l'argent, qu'on ne l'a pas. Il y a vraiment des inégalités qui se font dès le départ sur ce capital de je peux boursicoter, je ne peux pas, je peux investir, je ne peux pas, et ma vie en sera totalement transformée, même en cas de crise à l'échelle planétaire. Ensuite, donc ça c'était le deuxième point, bien sûr, le deuxième point. Au niveau du troisième point, alors là je vous disais que j'allais pouvoir vous expliquer un petit peu la différence entre les différents riches, puisque être riche, je crois que c'était François Hollande qui avait dit qu'on était riche avec 4 000 € par mois. Pardon, c'est très bien, 4 000 € par mois, il n'y a pas de souci. Je doute qu'on puisse être riche avec 4 000 € par mois, en tout cas. Si vous vivez à Paris avec 4 000 € par mois, je ne suis pas sûre que ce soit la grosse fiesta tous les jours. Donc voilà. Bon, en tout cas, dans le livre, on explique il y a toujours plus riche que soi. Hein. Ça, c'est autant on peut mesurer un seuil de pauvreté, autant on ne va pas mesurer un seuil de richesse. Toutefois, voilà, si on devait classer les riches tels qu'on les connaît actuellement, il y en a plusieurs. En premier lieu, il y a ça va être mon troisième point. Il va y avoir les nouveaux riches. Ou les dynasties récentes qui sont classées un petit peu de la même manière. Je vais vous expliquer les différences. Un nouveau riche, c'est une personne, par exemple un entrepreneur. Donc il y a des exemples qui sont donnés dans le bouquin, je ne vais pas non plus tout dévoiler, mais il y a des exemples qui sont donnés dans le bouquin de gens qui ont vraiment construit leur fortune à force de travail. Si vous prenez aux États-Unis, vous prenez, je ne sais pas, un Mark Zuckerberg ou un Steve Jobs, par exemple. Ce ne sont pas les exemples qui sont donnés dans le livre, puisque les exemples sont 100% français dans le bouquin. Eh bien, ce sont des nouveaux riches. Ils ont gagné de l'argent avec le fruit de leur travail. En général, ce sont des gens qui sont devenus entrepreneurs et qui ont vraiment changé des comportements de consommation à l'échelle du pays, à l'échelle locale ou à l'échelle mondiale. Donc, ce sont des gens qui ensuite ont très bien investi et qui ont réussi à faire fructifier leur fortune. Ça, ce sont des nouveaux riches, ce sont des gens qui se sont construits pendant ce siècle-là et en général tout seuls. Il y a aussi les dynasties récentes. Donc là, on est vraiment sur toute la question de nouveauté. Les dynasties récentes, ce sont des héritiers assez récents, donc, de familles qui ont commencé à s'embourgeoiser, à gagner très bien leur vie parce qu'ils ont fait des bonnes opérations ou de très beaux gains sur leurs propres entreprises. On va dire, leurs grands-parents sont devenus riches, donc ce sont entre guillemets des dynasties qui sont en train de se créer, mais qui se sont faites à l'échelle de 2 générations au-dessus. Voilà, donc une dynastie récente, c'est par exemple votre grand-père qui a construit une entreprise qui a fructifié, les enfants l'ont fait fructifier, et votre grand-père est encore en vie, et vous êtes là, et vous êtes riche grâce à ça. Voilà. Ça, ce sont des riches, voilà, comme il peut y en avoir pas mal en France, soyons honnêtes, dans les 1%, il y a de tout ça, bien entendu. Par contre, ce que je ne savais pas, et on va attaquer du coup le 4e point, mais alors ça vraiment je suis tombée des nues, c'est qu'il y a une autre catégorie de riches. Il y a la catégorie des
dynasties tout court, on peut même les appeler les énormes dynasties. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces énormes dynasties? Eh bien, ce sont des dynasties, des familles qui sont riches depuis des siècles. Et il faut savoir qu'en France, il y a des familles comme ça. C'est assez impressionnant. J'ai tout découvert à ce niveau-là dans le livre. Certaines familles sont immenses. Elles ont jusqu'à 1000 descendants qui, dès la naissance, c'est-à-dire que vous naissez dans une famille comme ça, sont des familles qui ont commencé il y a des siècles et des siècles à créer des entreprises, à travailler sur leur rapport à l'économie. Exemple, si c'était le moment d'investir dans des trains, elles ont investi dans des trains, elles se sont adaptées. Demain, ce sera... demain, ils vont investir probablement dans l'énergie du futur et les fusées qui vous emmèneront sur la Lune, quoi, vous voyez. Donc voilà, ce sont des familles qui ont su faire fructifier non seulement leur argent, mais aussi leurs descendants. Puisque, comme je vous disais, il y a des familles qui ont jusqu'à 1000 descendants, et si vous naissez dans une de ces familles, eh bien, vous allez vous partager cette fortune colossale. Voilà, déjà, vous naissez dans une famille où, même à petite échelle, chaque personne ou chaque micro-famille, exemple papa, maman, enfant, a son propre conseiller patrimonial et sa propre société d'investissement. Et donc, votre travail, en fait, vous allez naître dans une famille où votre travail sera uniquement de faire fructifier cet argent grâce à vos salariés, c'est-à-dire des conseillers qui vont boursicoter pour vous. Voilà. Donc ça, je ne pensais pas que ça existait. Moi, un peu bêtement, je pense que j'imaginais qu'il y avait beaucoup plus de nouveaux riches que de gens comme ça. Pour vous donner un exemple de montant, il faut savoir qu'un héritier d'une famille de grosses dynasties touche plusieurs, donc on ne nous l'a pas dit, mais on ne nous dit pas parce que ça peut varier de 5 à beaucoup plus, plusieurs millions d'euros par mois sans travailler. Voilà, c'est un truc de fou. Et c'est rigolo parce que du coup, selon les années, ça peut être un petit million. Oh, quelle tristesse, j'ai envie de dire. Ah, vraiment plusieurs dizaines de millions. Et pendant que nous, on travaille le jour de la Pentecôte par solidarité. Voilà, ça c'est incroyable. Voilà, la notion de solidarité en France... je trouve qu'on est un très beau pays, mais je suis interloquée. Je me demande quel est le degré de solidarité de ces grosses dynasties. Vraiment, je m'interroge. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces grosses dynasties fonctionnent par le système de la transmission. Comme je vous disais, il y a la transmission d'argent, mais il y a aussi toute la transmission culturelle et la transmission business. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas aux commandes de l'entreprise, d'une des entreprises de cette grosse dynastie, puisque ces grosses dynasties, elles ont des très 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 grosses entreprises en France, des entreprises visibles même, eh bien jamais on ne laissera aux commandes quelqu'un qui ne fait pas partie de la dynastie. Donc il y a vraiment toute une transmission de patrimoine, une transmission d'argent, une transmission culturelle en fait, c'est-à-dire qu'on est avec l'idée que cet argent, il faut le faire fructifier et on est aidé, on a tous les codes pour cela et tous les moyens pour le faire. Voilà, ça je l'ai appris, mais j'en suis ravie. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette information désormais, puisque je sais qu'à moins de créer ma propre dynastie, j'en ferai jamais partie. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est très rigolo, parce que dans le livre, il y a tout un passage où il y a une famille, modeste qui va toucher au loto. Ce sera le prochain sujet, justement, le 5e fait à ce niveau-là. Toucher de l'argent, une grosse somme au loto, et ambitionner du coup de créer sa propre dynastie. Donc c'est assez rigolo de voir comment ils essayent de mettre en œuvre tout cela. Ensuite, là on va parler des millionnaires ou des milliardaires de la chance. Et oui, c'est encore une autre catégorie de riches et il y a pas mal de choses à apprendre là-dessus. Ce sont les gens qui ont gagné à la loterie, au casino, au jeu, etc. Ce qui est expliqué dans le bouquin, je m'en doutais un peu, mais je ne pensais pas que c'était aussi fort. En fait, c'est que c'est pas parce qu'on gagne une grosse somme que devenir riche est évident. Parce que de toute façon, on n'est pas né dans la richesse, qu'on n'est pas né dans l'opulence, et il nous manque ce fameux capital, ce capital culturel, ce capital de savoir-être, finalement, qu'on nous lègue un peu dans les familles riches. On ne va pas spontanément se muter en grand bourgeois, parce que tout d'un coup, on a
50 millions d'euros qui sont tombés sur un compte. Ça ne se passe pas du tout comme ça et le livre l'explique très bien et j'ai appris notamment, je savais que par exemple il y avait une assistance psychologique qui était offerte aux grands gagnants du loto. Ce que je ne savais pas en revanche, c'est qu'on leur offrait déjà au départ 2 livrets dans un coffret. Donc la Française des Jeux fait ça. Il y en a une qui répond à des questions financières. Exemple, est-ce que je dois quitter mon travail? Est-ce que je dois parler à mes amis de ce que j'ai gagné? Parce qu'il faut savoir que quand on devient riche subitement, ce sont des questions qu'on va honnêtement se poser alors qu'un riche ne se les posera jamais. Est-ce que je vais devoir changer de niveau de vie? Est-ce que mon banquier actuel qui m'engueulait pour mon découvert de 1000 euros, est-ce que lui maintenant, il va être à même de gérer ma fortune? Est-ce que si je m'achète une voiture, je vais avoir les moyens de l'entretenir? Voilà, enfin une voiture de luxe par exemple. Bref, il y a plein de questions qu'on se pose quand on est millionnaire ou milliardaire par la chance et qu'on ne se pose pas par ailleurs. Donc il y a un livret qui est offert pour parler des questions purement financières. Est-ce que vous allez payer plus d'impôts? Est-ce que vous devriez ouvrir une assurance vie, etc. Et toute cette partie personnelle dont je vous parlais à travers des questions, elle est couverte aussi par un autre livret. Donc déjà, il y a une espèce d'accompagnement un peu global sur ce changement de vie qui va être fait par la Française des Jeux. Il y a aussi, donc, en plus de l'assistance psychologique et de ce coffret, il y a aussi des réunions de gagnants qui existent. Parce que une fois qu'on se retrouve à avoir gagné le loto, ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne peux pas vous dire, mais apparemment c'est aussi très dur de rester uniquement dans sa solitude de nouveau riche, entre guillemets, parce qu'en fait il y a forcément des sujets de conversation qu'on ne va plus avoir. Typiquement, quand on parlait de nos soucis d'argent avec quelqu'un, on n'aura plus forcément les mêmes choses à raconter, ou alors on risquerait de manquer d'humilité ou de délicatesse. Et puis, on a besoin aussi de savoir comment les autres s'en sortent, c'est-à-dire comment vous qui êtes ouvrier, employé, cadre, peu importe, femme au foyer, que sais-je, ou homme au foyer d'ailleurs, comment vous faites maintenant avec tout cet argent. Donc voilà, il y a des réunions qui sont mises en place par la Française des Jeux pour que certains gagnants puissent se rencontrer s'ils le souhaitent. Ça, c'est plutôt cool. Et j'ai appris aussi que ça allait psychologiquement beaucoup plus loin, cette problématique de je suis riche et je ne sais pas comment m'y prendre en fait maintenant, notamment parce que on continue parfois à avoir la peur de rentrer dans un palace ou dans une boutique de luxe, malgré le fait que désormais on a les moyens de se les payer. En fait, quand on est un nouveau riche par la chance, on continue pendant très longtemps apparemment à avoir un sentiment d'infériorité parce qu'on sent qu'on n'a pas les codes de ce milieu dont je vous parlais tout à l'heure et qui est un petit peu couvert par les 1% et notamment par les très grands bourgeois, les très grandes dynasties. Du coup, il y a aussi d'autres choses qui sont mises en place en plus de l'accompagnement, ce sont les formations. Il y a des formations pour apprendre à utiliser cet argent et à apprivoiser les codes de la richesse. Donc la Française des Jeux, les casinos par exemple, vont donner des formations aux nouveaux riches pour apprendre à jouer au blackjack. Déjà parce qu'il y a forcément un manque à gagner. Si vous êtes riche et que vous ne retournez pas au casino, les casinos sont un peu déçus, qui vont vous apprendre à jouer à des jeux un petit peu plus techniques, dans lesquels vous pourrez vous frotter à des gens qui ont autant d'argent que vous. Et puis la Française des Jeux, par exemple, va vous apprendre à investir sur le marché de l'art. Donc vous allez avoir des formations dans des hôtels de vente où vous pourrez connaître la valeur de certains tableaux, savoir comment on achète de l'art, pourquoi on achète de l'art, en quoi ça fait baisser les impôts, sur quel type d'artiste il faut investir et d'autres pas, etc., etc. Donc tout ce monde qui est un petit peu opaque finalement pour le commun des mortels, tout d'un coup on vous donne les clés pour pouvoir arriver au moins à vous en débrouiller, quoi. Parce que effectivement, si vous ne l'apprenez pas, vous aurez beau avoir de l'argent, vous n'aurez toujours pas les codes et j'ai découvert en tout cas à travers ce livre qu'il y avait des codes. Je le sentais bien. Je vois bien quand je vais dans un restaurant un peu plus cher que d'habitude, et encore je ne vais pas forcément dans des gastronomiques, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, je vois bien que je ne suis pas forcément à l'aise et je vois bien, surtout c'est assez rigolo parce que ça m'est arrivé une fois de faire un très très beau restaurant, je suis allée chez le coiffeur, j'ai essayé de très bien m'habiller, je me suis fait ma manucure, etc. en me disant, bon, il faut que je mette les petits plats dans les grands. Et la vérité, c'est que je suis arrivée et on peut voir à 3000 km que je ne fais quand même pas partie de ce monde. C'est-à-dire qu'on va voir tout de suite au type de vêtements que je porte, à la façon que j'ai de me tenir, voilà, on voit que je ne fais pas partie de ce milieu.
Donc, voilà, sachez qu'en tout cas, pour les nouveaux riches, il y a des accompagnements par rapport à ça et qui vont essayer de combler un petit peu cette part qui est transmise automatiquement dans des familles riches, ce fameux capital culturel. Et il y a quelque chose qu'il faut retenir de tout ça, en fait. Je pense, hein, et qui est quand même expliqué dans le bouquin, c'est que être riche ou être bourgeois, en fait, c'est la même chose. Quand vous êtes bourgeois, vous êtes né dans une famille bourgeoise qui a déjà de l'argent, vous êtes riche. Voilà. Si, par la force de votre travail, par la chance, vous finissez par avoir de l'argent, vous ne devenez pas pour autant bourgeois et vous ne vous considérez pas forcément comme riche. Vous allez simplement estimer que vous avez de l'argent. Et c'est une différence considérable d'état d'esprit qui va faire que, très souvent, avoir de l'argent n'est pas l'équivalent d'être bourgeois ou d'être riche. Donc voilà, ce sont des concepts en tout cas que j'ai appris, alors que j'ai pas forcément très bien illustrés, mais qui sont très bien illustrés dans ce bouquin-là, que je ne peux que vous recommander, donc qui a été écrit par Michel Pinson, Monique Pinson-Charlot, et qui est illustré par Marion Montaigne, qui s'appelle « Riche, pourquoi pas toi ?» Et voilà, et vous allez comprendre plein de choses sur les riches, et plein de choses sur comment certaines dynasties y sont arrivées, y sont parvenues. Je pense qu'il y a quand même une idée derrière, en tout cas les auteurs en parlent, mais très vaguement, mais sur vraiment, enfin, je pense que c'est des gens qui étudient les riches justement parce qu'ils veulent étudier aussi ces inégalités qui peuvent se creuser entre la population entre guillemets normale et le 1% des gens comme ça qui vivent complètement en dehors des réalités et qui pour autant vont faire basculer parfois l'économie d'un côté ou de l'autre ou des décisions politiques. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté derrière de faire en sorte que ce ne soit pas juste une fascination pour les riches, une espèce de fascination morbide de « oh, tout ce qu'ils peuvent s'acheter et pas moi », mais plus de à quel point la fracture existe et à quel point il faut essayer de la combler et de faire en sorte que les inégalités cessent en fait. Donc plus vous en connaissez sur les riches, et je pense mieux c'est, parce que c'est une façon de ne pas fermer les yeux non plus. Oui, ça peut être hyper rageant. Oui, moi aussi j'ai envie de faire partie d'une grosse dynastie. Voilà, j'ai décidé qu'à la prochaine réunion de famille d'une grosse dynastie, je me pointerai à l'apéro. Mais voilà, en attendant, il y a pas mal de travail à faire. C'est important de savoir qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, notamment pour pouvoir faire des bonnes négociations. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, on le sait, moi j'ai travaillé dans des très grosses boîtes dans lesquelles il y a des actionnaires qui en ont strictement rien à foutre, qui vivent justement un petit peu dans ces paradis-là, avec des subtilités fiscales que je ne connais pas, mais qui en tout cas font que nous, les travailleurs, allons contribuer au système. Je vais vous dire, en connaître plus sur les riches, ça m'a aussi aidé à prendre ma liberté. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant de savoir comment le système fonctionne, au moins pour cela. J'espère que cette petite revue de bouquin vous a plu, de BD. Je vous encourage vraiment à l'emprunter. Moi, c'est un emprunt que j'ai fait à la bibliothèque. Mais je pense que je l'aurais acheté si on m'en avait parlé, parce que franchement, c'est vraiment une très bonne bande dessinée documentaire et drôle en plus. Donc vraiment, ne vous privez pas. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. La semaine prochaine, on va se retrouver avec une vidéo un petit peu plus orientée budget. Je vous montrerai un petit peu comment ça se passe pour moi, les enveloppes de la semaine. Et puis, je vous fais comme d'habitude, plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous fais des coucous. Ciao!